musulmans parce qu'ils ont un problème moral avec l'islam. Par exemple, il y a des lois qui leur déplaisent, où ils jugent que le Dieu Allah voilà, est un Dieu mauvais, est un Dieu injuste, inique de leur point de vue. Et moi, en fait, j'avais remarqué qu'il n'existait pas, à ma connaissance, d'études critiques de l'islam qui étaient capables, en fait, d'être ni moraliste ni manichéenne, c'est-à-dire faire une critique juridique du Coran, parce que le Coran, 100% du Coran, est un livre qui a pour auteur le Dieu Allah lui-même. Et ce livre établit un ordre juridico-moral avec des lois que les gens doivent appliquer. Et en fait, en ayant lu ce livre, je me suis rendu compte des limites, des techniques, de l'impossibilité à pouvoir appliquer le contenu de ce livre, tant la prose, tant la forme, tant dans le style, le Coran était très limité techniquement dans ce qu'il dit. Et moi, en fait, je me disais, c'est pas possible qu'un Dieu à l'intelligence supérieure, le Dieu Allah, comme c'est expliqué dans le Coran, il est omnipotent, il est omniscient, il est d'une intelligence supérieure, c'est pas possible qu'il nous ait délivré des lois aussi simplistes et aussi lacunaires. Je vous donne un exemple. Dans le verset 38 de la sourate 5, il y a écrit le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez la main. Eh ben, la plupart des auteurs islamo-critiques anciens musulmans qui ont étudié ce passage vous diront dans leurs livres, c'est barbare de couper la main des voleurs, ça ne se fait pas. C'est une mesure qui vient du Moyen-Âge, ce n'est pas adapté à notre modernité. Eh bien moi, dans mon livre, dans mon étude, tout ce que j'analyse, toutes les limites que j'analyse dans les textes coraniques, je n'émets aucun jugement de valeur. Je ne dis jamais ce que je pense à titre personnel de cette loi, je me contente juste d'en souligner les limites, de l'analyser et de prouver à quel point c'est inepte, inapplicable, ou à quel point la prose imprécise qui nous formule cette loi peut rendre encore plus dangereuse une loi déjà dangereuse. Et moi, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, tiens, c'est curieux, le Dieu Allah ne précise pas quelle main couper. Ce qui fait qu'en fait, c'est à l'humain de devoir combler une indécision divine et de devoir choisir la main. Pareil, le voleur et la voleuse à tous deux couper la main, il n'y a pas précisé l'âge minimum du voleur. Donc si je veux un voleur de 12 ans, je lui coupe la main. Pareil, il n'y a pas écrit de montant minimum du larcin. Donc si je veux un voleur de pommes, juste pour une pomme, je lui coupe la main. Parce qu'il y a écrit le voleur et la voleuse à tous deux couper la main. Je me suis amusé donc à écrire une synthèse globale et critique des pires lois juridiques coraniques dans le but de démontrer que l'islam a été voulu par le prophète Mohammed et par le Dieu Allah comme étant une religion esclavagiste, misogyne et ennemie de la liberté de penser. Forcément un challenge intellectuel en soi ce livre, c'était aussi une responsabilité politique. Parce que je sais que la France s'islamise, il y a une islamisation de la France qui se fait d'un point de vue populationnel, d'un point de vue juridique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue sociologique, en Europe aussi et dans le monde occidental en général. Et je jugeais que c'était une responsabilité politique effectivement de sortir ce livre pour pouvoir alerter et mobiliser mes compatriotes contre le danger qu'est l'islam, puisque les médias français ne font pas leur travail de pouvoir promouvoir les différentes opinions vis-à-vis de l'islam, puisque fort est de constater que l'opinion critique vis-à-vis de l'islam n'a pas droit de citer dans les médias français. Les médias français, après chaque attentat terroriste, il n'y a que des imams qui viennent à la télé, il n'y a que des musulmans qui viennent à la télé. Comme je le dis en plaisantant souvent, les débats sur l'islam à la télévision française, c'est les très pour contre les pour. Voilà, il n'y a jamais de place pour les avis de dissidence intellectuelle par rapport à l'islam, comme mon avis personnel. Alors, en fait, en France, comme je vous le disais, depuis 30 ans, nos politiciens font leur maximum pour pouvoir effacer le sentiment patriotique, c'est-à-dire le fait que les gens ne se sentent pas appartenir à un village-monde ou à la terre entière, mais se sentent vraiment français, que ce soit un élément constitutif de leur identité qui fait qu'ils savent très bien qu'il y a une façon de penser, il y a un esprit français, il y a un comportement français. Et la haine de soi qui a été enseignée à une à deux générations de personnes en France commence à porter ses fruits. Et c'est vrai que la France s'efface de plus en plus, efface de plus en plus sa culture, ses racines. Moi, je suis agnostique par exemple, mais je sais que la France a besoin d'affirmer quand même un minimum ses racines chrétiennes, ses racines traditionnelles, historiques, pas nécessairement chrétiennes, mais aussi du point de vue de sa culture millénaire, parce que un cadre de laïcité totale, le laïcisme total ne peut que servir les musulmans, ne peut que servir les revendications islamistes. Je vais vous donner un exemple tout bête. Normalement, la laïcité,
La vraie laïcité, c'est on a un pouvoir qui veut opérer des actions et qui justifie de ce pouvoir sans jamais s'en référer à Dieu, mais il s'en réfère au bien commun, voilà, à ce qui est le mieux pour les hommes, décidé d'ailleurs par des hommes. Et en fait, le pouvoir actuellement qui nous dirige, le Parti socialiste, a créé une autre définition de la laïcité qui est, et applique une autre définition de la laïcité qui est, on traite toutes les religions de la même façon. Ça a l'air d'être la même définition, mais ça n'est pas la même définition, puisque du coup, au prétexte de traiter toutes les religions de la même façon, l'empreinte de christianité dans la France doit être rabaissée et l'empreinte d'islamisation, d'islamité de la France doit être relevée. Et avec leur prétexte de nouvelle définition de la laïcité qui est on traite toutes les religions de la même façon, bientôt en France, on aura des jours fériés musulmans communs à tout le monde. Plus la part de musulmans augmente dans notre pays, et plus on assiste à des revendications, plus on assiste à des adaptations de nos cadres de vie aux musulmans. Et à chaque fois qu'on fait une petite concession, ça justifie une nouvelle concession à leur faire, et encore et encore. Et moi, c'est ça qui me pose un problème. Et moi, je dis simplement ce constat totalement honnête. Naturellement, les hommes, on peut me parler de vivre ensemble et de tout ce qu'on veut, mais les hommes, de façon naturelle, ils préfèrent certains types de voisins plutôt que d'autres. On peut me raconter ce qu'on veut, mais au jour d'aujourd'hui, quand il y a des quartiers ou des villes islamisées en France, les non-musulmans fuient ces villes et fuient ces quartiers. Il y a une ghettoisation dans les deux sens. Il y a à la fois des musulmans qui se concentrent à des endroits, mais il y a surtout les non-musulmans qui fuient ces zones-là. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et ça n'a jamais existé le vivre ensemble. Dans le monde musulman, partout ailleurs, ça n'a jamais existé le vivre ensemble entre une majorité islamique et la minorité mécréante. C'est le pire endroit au monde où vivre quand on est une femme ou un libre penseur qui s'émancipe voilà, de Dieu. Vraiment, c'est les pires endroits où vivre. Alors que quand je suis une femme, moi si par exemple je suis une femme et je m'interroge sur les lieux où vivre, où être le plus en sécurité, voilà, ou un libre penseur, force est de constater que c'est le monde occidental. Le monde occidental chrétien ou juif, c'est l'Europe, c'est l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada, c'est Israël, c'est l'Australie. Voilà, c'est l'optimum du cadre juridique qui permet de défendre la liberté de penser et les droits des femmes. Politiciens, pour que, d'un point de vue démographique, d'un point de vue culturel et d'un point de vue sociologique, l'islamisation de la France progresse. Et moi, je pense que on peut accepter des populations massivement venant d'autres pays éventuellement, et ils peuvent s'intégrer parce que leur culture ne contredit pas la culture occidentale, mais pour moi, la culture islamique contredit très clairement le sens de la culture occidentale. Leur culture misogyne, leur culture qui criminalise la liberté de penser, le libre penseur, et leur culture anti-individualiste, leur culture de groupe voilà, qui nuit à l'individu, pour moi, elle est l'antithèse même du mode de vie occidental. Aujourd'hui, maintenant dans le monde, tout de suite au moment où on parle, un quart de la population dans le monde est musulmane. Et la part de musulmans ne cesse d'augmenter. Et les frontières de la France, les frontières de l'Europe, l'islam qui a été créé par le prophète Mohammed, il s'est étendu au-delà de la péninsule arabique, qui n'était pas encore l'Arabie Saoudite, et s'est étendu en Afrique et au Moyen-Orient, grâce aux guerres de conquête. Les gens l'ont oublié. Des frontières, et c'est même sain. D'ailleurs, les frontières, ça permet aussi qu'il y ait une démocratie. Une démocratie à échelle mondiale, par exemple, ce n'est pas possible, puisque à échelle mondiale, c'est une échelle ethnologique et culturelle beaucoup trop vaste et hétérogène pour espérer voilà, que puisse sortir une seule voie très précise vers voilà, vers un ordre moral et juridique qui serait accepté par la majorité. Plus la France va s'islamiser, plus la population musulmane de France, plus cette part va augmenter dans notre population, et moins la France sera soudée et pacifique, je le pense. Je ne suis pas en train de déduire quoi que ce soit du comportement de la future majorité de musulmans à venir en France. J'exprime simplement un constat historique, un constat clinique. Les musulmans majoritaires n'arrivent jamais à donner envie à la minorité mécréante de vouloir vivre parmi eux. Ils font fuir les libres penseurs, ils font fuir voilà, les femmes mécréantes. Ça se vérifie déjà en France. Sur 1 à 2 générations, on a des villes ou des quartiers ou même des départements comme la Seine-Saint-Denis par exemple, le 93, où les musulmans sont majoritaires dans des lieux, et ça donne envie, qu'on le veuille ou non par la force des choses, aux minorités non musulmanes de fuir ces zones-là. Et je pense effectivement que plus la France va s'islamiser, plus il va y avoir d'endroits islamiques,
plus les non-musulmans vont fuir ces zones-là. Et de la même manière, ces non-musulmans-là vont enlever leurs enfants de l'école, des écoles les plus majoritairement islamisées, pour les mettre dans des écoles voilà, privées ou dans des écoles non islamiques. À un moment donné, ça va se voir. Mais moi, je pense que le peuple ne pourra pas, le peuple français non-musulman ne pourra pas fuir indéfiniment. Voilà, à un moment donné, les problèmes ne se fuient pas éternellement. Et l'islamisation de la France, j'ai pas dit les musulmans, parce que c'est pas un problème des musulmans en soi, c'est l'islamisation de la France, c'est un problème de cohérence culturelle. Voilà, par rapport au fait qu'on soit un pays occidental, et le monde occidental et ses valeurs contredisent totalement l'islam, ou plutôt l'islam contredit totalement voilà, le monde occidental et ses valeurs. Ils sont des millions, et pourtant ils sont sous-représentés parmi la classe politique française. D'une manière ou d'une autre, voilà, ceux qui ont eu des velléités politiques par le passé, elles ont toujours pu être contenues en fait. Moi je vois ça comme... J'explique ça par deux raisons en fait. La première raison, c'est que les musulmans islamistes en France qui ont une conscience politique ne sont pas stupides. Ils savent que le meilleur moyen d'islamiser la France, c'est surtout de ne pas entrer en politique. C'est justement de ne pas entrer en politique parce que c'est le meilleur moyen en fait pour eux de pouvoir se faire oublier. C'est le meilleur moyen parce que dès l'instant où voilà, ils viendraient à échelle nationale pour proposer un programme politique qui veut co-organiser la France, tout de suite ça alerterait et mobiliserait la majorité française. Voilà, et eux, ils essaient évidemment de se faire le plus discret possible, ils attendent juste démographiquement leur heure, et le jour où ils seront 60% de la population ou 50%, ils présenteront un Mohamed Hollande ou un Moustapha Sarkozy, un de leurs équivalents, et il pourra passer sans problème. Les musulmans, qui sont des millions de personnes en France, ont voté à 92 ou 90% pour François Hollande. Il n'y a aucune population en France qui représente des millions d'individus et qu'on peut identifier selon un critère sociologique ou phénotypique dans l'absolu, qui sont capables de voter d'une façon aussi tranchée, 90% pour l'un par rapport à l'autre, dans un double choix lors d'une présidentielle. Ça atteint une masse critique qui fait qu'ils vont pouvoir entrer en politique petit à petit voilà, dans les prochaines élections. Et bientôt, ces faire-valoir musulmans ou faux musulmans qui sont utilisés par la gauche, bientôt les rapports vont s'inverser et la gauche quémandera pour être le faire-valoir du représentant musulman voilà, qui sortira de cette population musulmane en France et qui aspirera à nous gouverner. Et moi, on peut me raconter ce qu'on veut encore une fois, je respecte comment dire, la libre croyance de n'importe qui, même du musulman, mais moi, si demain en France, on a un président qui pense que le livre du Coran, et excusez-moi du peu, le livre du Coran, c'est un livre esclavagiste, misogyne et ennemi de la liberté de penser. Donc si demain on a un président en France qui estime que le livre du Coran est un livre divin, salutaire et utile, bah excusez-moi, moi je vais m'inquiéter. Je vais vraiment m'inquiéter. Je ne veux pas que la France soit gouvernée par des gens qui estiment que ce livre horrible qu'est le Coran est un livre qui a vocation à inspirer voilà, des lois pour le bien commun.